Édition spéciale LVDL, la voix de l'espérance. Édition spéciale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes cet après-midi sur le plateau de la radio La Voix de l'Espérance et nous sommes en direct. Et cet après-midi, pour ceux qui nous écoutent à la radio, eh bien, vous ne voyez pas notre invité, mais pour ceux qui regardent sur Facebook, eh bien, vous voyez notre invité. Il se présentera, hein. Mais cet après-midi, nous allons donc parler de quelque chose qui me tient à cœur et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous dans le sujet, ça va beaucoup intéresser, mais où ça trotte déjà peut-être dans la tête et je suis convaincu qu'après les explications de notre, de notre invité, eh bien certains d'entre vous vont vous allez vous lancer donc dans ces petits projets pour la maison, hein, c'est intéressant, hein, pour les particuliers. Alors, cet après-midi, nous avons donc, comme je le disais tout à l'heure, un invité. Mais avant d'accueillir notre invité, eh bien, nous voulons vous accueillir, vous qui nous écoutez, de votre voiture, de votre bureau, de votre maison, de là où vous êtes. Eh bien, bienvenue à vous tous, à vous toutes. Donc, sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, vous pouvez aussi nous écouter directement sur Internet, soit avec vos applications sur vos mobiles, ou bien soit avec vos comptes Facebook, et vous tapez Centre Média Adventiste, et vous verrez donc le live directement. Eh bien voilà, nous allons accueillir à présent notre invité qui se prénomme... Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Théa Nouanoua. Théa Nouanoua. Un nom de famille? Teri Ipaya. Ok. Alors, est-ce que tu peux, donc, Théa Nouanoua, te présenter un petit peu qui est Théa Nouanoua, Teri Ipaya, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait comme formation, voilà, hein, comme formation, que ce soit à l'école, que ce soit en stage, voilà. Sur la Polynésie ou à l'étranger, voilà, quel a été ton cursus, quel a été, qui est Teri Ipaya, Théa Nouanoua, voilà. Yorana tout le monde, Yorana Polynésia. Donc, je m'appelle Théa Nouanoua Teri Ipaya, j'ai 33 ans, je vais bientôt avoir 34 ans, le temps passe vite. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes études ici, une grande partie de mes études ici. J'ai fait 3 ans ici à l'université. Ok. D'accord. Ça, c'était en 2002-2005, hein, ça remonte quand même. Ok, un petit peu. Voilà, licence en 2006, hein, en Nouvelle-Calédonie. Ok. Une année là-bas. Ensuite, un peu de vie active ici pendant 2 ans. Ensuite, j'ai eu de la chance de pouvoir partir à l'étranger pour continuer mes études. Donc, c'était en 2009. Ok. Ça s'est fait au travers d'une bourse, hein, la bourse Outside Scholarship, 2009 à 2011. Et je me suis spécialisé en aquaculture. D'accord. Ok, Voilà. mais pourquoi Nouméa, Nouvelle-Calédonie? Une petite escapade à Nouméa. À l'époque 2002-2004, il n'y avait pas la 3e année en biologie ici, hein, à l'université de Polynésie française, à Outomoro. Donc tu es allé terminer là-bas. Voilà, donc on était la dernière promo DUG, hein, à l'époque. Et après, c'est ça fait de dire. Oui, voilà, DUG. Hein, non, mais on passait 2 ans, c'était le DUG, et après la 3e année, c'est la licence. Donc la majorité de ceux de ma promo de 2e année, ils sont tous allés en France. Hein. Ils ont quasiment tous fait une licence à Montpellier. Hein. Pardon. Ok. Et toi, tu as choisi Nouméa? Non, voilà, la métropole, j'étais parti. J'ai eu l'occasion aussi d'y aller, mais ça ne m'attirait pas trop. D'accord. On est un peu resté dans le contexte du Pacifique et puis pays tropicaux, tu vois. Ok, voilà. D'accord. Donc c'était pour ça alors l'escapade en Calédonie. D'accord, ok. Bien. Donc là, tu nous as dit un petit peu. Donc tu as fait biologie, hein. Donc c'est une filière intéressante, hein. Voilà. Donc après, tu es allé où alors? À l'étranger? Alors, à Paris, en 2009, quand j'ai eu l'opportunité de continuer encore, c'était en Australie, dans l'état du Queensland. Ok. Et tu savais que c'était là-bas, Oui, plus ou moins. J'ai un cousin, en fait, qui m'avait orienté, m'avait vraiment encouragé à poursuivre
avec ce dispositif qui était en place. Hein. Mhm. C'était vraiment une aubaine. Hein. Oui. Et il était parti aussi faire ses études là-bas. Avec une bourse aussi. La même bourse. Ok. Voilà. Ce cousin-là, c'était Ouais. Meinouit Taneto. Hein. Ok. Il est au service de la pêche Mhm. actuellement depuis plusieurs années. Donc, il était à cette université. Et puis, c'est une université qui est cotée mondialement en Mhm. biologie tropicale dans le monde. Hein. Top Ok. 1, top 5 des universités D'accord. mondiales. C'était James Cook University. Ok. Et c'était à Townsville. Il y Mhm. avait les championnats de A aussi de vitesse là-bas. Voilà, C'est une ok. ville un petit peu connue. Mhm. Townsville. Hein. Ouais. Townsville, c'est à 1200 km au nord de Brisbane. D'accord. Donc à 1000 km au-dessus de la Gold Coast. Vraiment au nord. Hein. Mhm. Donc on était là-bas pendant 3 ans avec ma petite famille aussi. D'accord. Hey, sacré projet, hein, avec une petite famille. Ouais, Partir c'est- comme ça. Ouais, mais c'était bien, hein. C'était Oui. vraiment génial. Hein. Voilà. Ouais. Et vous êtes resté combien d'années là-bas? 3 ans. 3 ans. Et ma petite à l'époque, elle a fait l'équivalent de la SG et Mhm. du CP. Donc D'accord. elle a appris à lire et à écrire en anglais d'abord. Waouh. Oh, Et ils apprennent vite. Hein. Et ça donne quoi au retour? Ben, depuis, là, ça fait quand même fait un bout de temps qu'on est revenu. Hein. Mhm. Ça fait bientôt 7 ans. Non, mais je veux dire, la première année en Polynésie, après avoir quitté donc ce cursus anglais, Mhm. tout en anglais, et on arrive la première semaine de la rentrée ici en Polynésie. Comment Oui. ça a été pour elle? Ben, elle s'est bien adaptée hein, quand même. D'accord. Hein. Et ce qui était intéressant, c'est quand elle est revenue, elle est entrée en milieu d'année au CP. Mhm. Donc elle est entrée en milieu d'année en janvier, Oui, c'est en ça. classe de CP qui est une année clé hein, pour Oui, la oui, tout à fait. lecture, Tout à hein, fait. l'écriture, Écriture, oui. le dénombrage, ce genre Mhm. de choses-là. Et elle a eu quand même des difficultés, elle avait beaucoup de lacunes. Mhm. C'était notamment la façon française d'écrire, hein, la cursive. Hein. Voilà. Il faut coller les lettres là. C'est Hein. ça, c'est ça. Voilà. Alors que le système anglo-saxon, il ne colle Non, pas les c'est- lettres, ouais. ils écrivent, je sais pas le thème, mais ils ne lisent J'ai pas les oublié. mots. Bref. En caractère d'imprimerie, voilà. Voilà. D'imprimerie. Voilà, d'accord. Merci beaucoup de nous souffler. Mais après, les enfants à cet âge-là, ils s'habituent très très vite. Mhm. Et à l'issue de sa classe de CP, elle était quand même dans la moyenne Oui, voilà, elle a rattrapé des son élèves. retard, Voilà. quoi, hein. Ok. Elle a comblé ses lacunes et Mhm. elle est passée directement en CE1. Et ça D'accord. va. Ok. Voilà un petit peu donc pour ton parcours, hein, donc, et une petite partie aussi de ta famille. Hein. Eh bien, dis donc, voilà. Donc cet après-midi, je t'avais invité cet après-midi pour parler d'un dispositif que tu as mis enfin, qui existe de par le monde et que tu as voulu, toi, mettre en place, monter ta société, donc, partir donc dans l'aquaponie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a l'aqua, il y a ponie. Qu'est-ce que c'est que l'aquaponie? Une petite définition rapide avant d'aller dans les détails du dispositif. D'accord. Alors, l'aquaponie, c'est un mot quand même nouveau. Hein. Mhm. Et pour faire vraiment simple, j'aime bien cette image, c'est le mariage Mhm. entre l'aquaculture, qui Mhm. est l'élevage de poissons, et l'hydroponie, Voilà. qui est la culture de plantes Hors sol, hein. hors sol. Voilà. Voilà. Après, on peut faire aussi de la culture à même le sol Mhm. et en apportant aussi des engrais par l'eau des poissons. Donc D'accord. les plantes, il y a plusieurs façons de le Mhm. faire, mais l'idée est là. Ok. Le mariage entre l'élevage de poissons Mhm. et la culture de plantes. Voilà. Donc, c'est de cela que nous allons parler cet après-midi. Donc, pour ceux qui ont envie de nous appeler pour poser peut-être des questions, donner peut-être nous éclairer aussi, hein, c'est le 49 45 59 60. Donc, n'hésitez pas. Alors, lorsque j'ai envie de me lancer, d'abord, tu as monté ton entreprise en quelle année? Alors, c'était en 2012, donc Mhm. on est revenu de ces fameuses études en fin 2011 Mhm. dans notre secteur d'activité. Donc, moi, c'était vraiment l'aquaculture. Hein. Mhm. Ici, il n'y a pas tant de fermiers ici. C'est un secteur On d'activité. parle de fermier, hein? Voilà, c'est quand tu fais une exploitation en aquaculture, hein, Mhm. on appelle une ferme. Hein, Voilà. une ferme aquacole, tu Oui. es fermier. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Enfin. Mhm. Donc, ici, il n'y a pas tant de fermiers ici. Donc, en termes d'opportunités de carrière hein, et d'emploi, il n'y a vraiment pas beaucoup Mhm. d'emplois. Hein. Ouais. C'est un secteur qui est quand même à risque en termes d'investissement. Hein. Oui. Donc, Mhm. c'est pas comme les autres secteurs d'activité. Donc, Ouais. pas vraiment d'emploi, en fait, hein, Oui, tout à fait. à l'issue de ma formation. Mhm. hein. Mhm. Malheureusement. hein. C'est un grand pari que tu as pris sur la vie, hein?
Ben, il n'y avait pas d'autre solution, hein, si je voulais quand même rester dans cette filière qui me tient à cœur, hein. La production primaire, le secteur primaire en général. Je me suis rendu compte qu'avec le temps, que c'était vraiment un secteur d'activité qui mérite vraiment d'être développé et qui va permettre de développer aussi le pays, hein. Et après, tu deviens passionné par ce que tu fais. Et ce qui est rigolo, c'est que mes deux grands-pères étaient agriculteurs. Voilà. Et je ne me serais jamais vu, quand j'étais plus jeune, que j'allais On t'aurait dit, être dans l'agriculture. Non, je vais dans moi. le secteur tertiaire, je fais comme tout le monde, je passe les concours, je deviens fonctionnaire, hein, comme tout le monde, hein. Mais voilà, Eh ben non. c'est pas le chemin le plus facile, bien entendu, hein. Quand on travaille pour soi-même, c'est vraiment difficile. Mais tout à fait. voilà. Donc c'était en 2012. Donc j'avais créé d'abord cette entité pour un appel à projet. Donc il fallait que j'existe en tant que structure juridique pour pouvoir me rallier à un groupement pour répondre à un appel à projet. Cet appel, malheureusement, on ne l'avait pas eu, mais j'existais alors en termes de structure juridique et j'ai commencé tout simplement, je me suis dit, ben, je vais faire de l'aquaponie. Voilà. Et dans mes études en Australie, on avait abordé l'aquaponie, hein, qui était la solution pour valoriser les effluents des élevages. On sait tous dans le monde que l'aquaculture est quand même très problématique. Elle est un peu sale, on va dire ça, hein. Donc beaucoup de pollution, élevage en bassin ou élevage en cage. Beaucoup d'antibiotiques et de produits utilisés, hein. Je parle notamment du saumon de Norvège, saumon du Chili, saumon de Tasmanie, hein. Donc on pointe beaucoup du doigt, hein. Mais il faut quand même savoir, il y a toujours de l'espoir, hein. L'espoir fait vivre. Qu'il y a de l'aquaculture durable, ça existe déjà, et qu'on peut faire les choses bien. Et il y a beaucoup de cas dans le monde où ils font des aquacultures durables, hein, sur tous les points, hein. Et ça rejoint beaucoup cette idée d'économie circulaire qui revient un peu à la mode, hein, avec ce mouvement de biomimétisme, hein. Mettre les solutions en avant pour œuvrer de manière cyclique, hein. Donc tout contribue à tout. Hein. Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de gaspillé, il n'y a rien de perdu. C'est un peu dans cet esprit-là. Ok, d'accord. Donc on a commencé à construire des systèmes pour des particuliers. Au début, je n'avais pas développé des kits, hein. Donc les kits prêts à l'emploi, qui était quelque chose qu'il fallait développer pour proposer quelque chose de tout fait. Voilà, qui est vraiment prêt à l'emploi, clé en main. Donc on a commencé doucement avec... Alors quand tu dis on... Enfin, je dis ça, mais c'était moi tout seul, hein. Donc j'ai démarré tout seul. Oui, tout à fait. Voilà, mais j'aime bien ne parler pas trop à la première personne. Je suppose que c'est toi et madame, oui, d'abord. aussi. Beaucoup. Après, elle avait aussi ses activités à elle, hein. Oui, bien sûr. Mais elle m'a beaucoup supporté dans mon activité, hein. Après, c'était vraiment elle qui me soutenait et puis moi tout seul dans ce chemin-là, hein. Très bien. Donc après, en bouche à oreille, hein, je parle à tous les copains, toutes mes connaissances. Il y en avait qui avaient beaucoup plus de moyens que d'autres, très intéressés. C'était le but, bien sûr, de produire soi-même son aliment de manière productive, hein. C'est vraiment un point où je vais insister, c'est on produit de manière productive. Oui, parce que j'habite, par exemple, sur un sol où dans le pH est élevé. Donc, on m'a dit, tu fais ci, tu fais ça. Je n'utilise pas des produits chimiques, hein. Mais je me suis rendu compte que c'est toute la vie qu'il faudra traiter ce sol-là pour que le pH diminue, hein. Donc, je me dis, pourquoi pas l'aquaponie. Donc, c'est pour ça aussi que tu es là cet après-midi. Parce qu'en fait, l'aquaponie va venir un petit peu solutionner... à l'époque, on lançait par exemple des tomates derrière dans le jardin ou bien derrière, on avait nos éviers qui donnaient dehors, hein. Donc c'était toujours arrosé et tout, et les tomatiers ils poussaient et tout. Aujourd'hui il n'y a plus, hein. Mais j'espère que dans l'aquaponie, bien, en semant, eh bien, ça va produire quoi, hein. Voilà. J'espère que voilà, c'est un petit peu l'objectif, hein. Alors, quand tu parles de kits, tu as commencé sans les kits, donc tu es allé chez les particuliers et tu es installé, mais de manière, vraiment pour les besoins de cette personne. Aujourd'hui, tu as changé, tu peux toujours répondre d'une manière personnalisée, hein, aux clients, on va les appeler comme ça, hein, les clients, hein, puisque c'est une entreprise.
Mais tu as fait préparer des kits prêts à l'emploi. Quelles sont les dimensions? Parce que voilà, il faut une base de travail, hein. Donc, pourquoi tu as proposé ce kit-là, cette dimension-là, et pas une autre dimension? D'accord. Alors, dans un premier temps, notre activité, on s'était mis ce qu'on appelle au fait du sur-mesure, hein. Mhm, Donc, c'était parti d'abord parce que j'avais pas encore mis de mhm. kit Oui. en place, hein. Donc, on se basait sur les besoins d'une famille. Mhm, Donc, en aquaponie, il faut savoir que pour que ça marche tout cet ensemble-là, qu'on va développer par la suite ensemble, hein, il y a un certain équilibre et c'est basé au fait sur un dimensionnement qui est simple et particulier. mhm. C'est pour 1 m² de surface plante que tu veux exploiter, Ok. il faut que tu mettes une quantité d'aliments poissons. Mhm, En fait, cet aliment poisson, ce sont tes engrais. mhm. Mais cet aliment, il va passer de différentes entités vivantes à une Mhm. autre entité vivante. D'accord. Donc, la première entité vivante, c'est les poissons. Mhm. Pour 1 m² de surface plante, il faut mettre à peu près 50 grammes d'aliments poissons. D'accord. 50 grammes, c'est grosso modo 4 cuillères à soupe. Allez. Mhm. De granulés poissons commercial. Mhm. On va développer aussi à la fin de notre entrevue sur les perspectives de développement Ouais, pour ok. substituer cet aliment poisson. Ok. Donc pour que ça marche, tu veux exploiter 1 m². Par jour, il faut que tu nourrisses 50 grammes d'aliments poissons. D'accord. Donc c'est vraiment, avec ce dimensionnement, tu peux quasiment faire une ferme, hein. D'accord. Après, il y a d'autres choses à prendre en considération. Mhm. Donc nous, on arrivait à dimensionner en fait, sur 1 m², on sait combien de plantes tu peux mettre. Mhm. Donc en fonction des besoins d'une famille, par exemple une famille de 4 personnes, elle a un besoin de 5 salades par semaine, par Mhm. exemple. Une salade par jour, hein. Ouais. À partir de là, on peut savoir combien de surface plante il te faut. Mhm. Et à partir de là, on sait combien d'aliments poissons il te faut. Mhm. Et après, nous, par habitude aussi, on sait combien de poissons vivants il te faut Voilà. pour manger cet aliment. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est Alors, ça un peu les trucs. Ok. Voilà un petit peu les paramètres. Voilà. Hein, voilà. Pour démarrer, hein. Maintenant, pour une famille de 5 personnes, papa, maman et 3 enfants. Mhm. Alors, les enfants, c'est collège et université. Voilà. Hein, lycée et université. Donc, c'est entre 12 et 20 ans, quoi, 24 ans. Quelle est la surface qu'il faut pour nourrir cette famille-là en légumes? Alors, on va d'abord peut-être faire une différence entre tout ce qui est plante à feuilles, donc tout ce qui est, j'appelle ça les verts, hein, les greens, hein. Ok. Donc, tu as les salades, tu as les aromates, Mhm. tu as tout ce qui est basilic, persil, coriandre, Ok. et tu as les potas, pak choy, pota vava, pota blanc, Ouais. toutes les différentes variétés de salade. Tu as la salade roquette qui est très épicée, tu as le kale, le chou frisé, hein, très connu Voilà. des amateurs Mhm. vegan, Voilà. et surtout chez, Voilà. hein, chez les adventistes, hein. Donc ça, j'appelle ça les verts. Mhm. Ils sont particuliers parce qu'ils ont des besoins nutritionnels moins poussés que les plantes à fruits, tu vois. D'accord. Les autres, les plantes à fruits, donc c'est tout ce qui est tomates, courgettes, aubergines et tout, eux, ils ont des besoins nutritionnels un peu plus spécifiques. Mhm. En aquaponie, ce qui marche vraiment bien, pour que ce soit vraiment facile, on va développer aussi par la suite, c'est les verts qui marchent bien. Donc tout ce qui est salade, Ok. potas, hein, et toutes ces plantes à feuilles. Pour une famille de 5 personnes, après, ça va dépendre de si c'est une famille qui est vegan ou si c'est une famille qui mange un petit peu de tout, hein. Oui. Si on passe sur un principe de 5 unités semaine, Mhm. 5 salades semaine, que ce soit sur les 5, tu as 2 potas, 3 salades, ou si tu veux faire un potas par jour, hein. Mhm. Une unité semaine, tu peux partir que sur 1 m² seulement de surface plante. D'accord. Le truc, c'est que nous, derrière, cette surface plante, on l'optimise. Mhm. Ce qui fait que sur cette même surface, on fait ce qu'on appelle un programme de rotation des cultures. Mhm. Et chaque semaine, tu vas récolter au fait des plantes sur cette petite surface. Mhm. Et en même temps que tu vas récolter, Tu fais pousser. tu vas sortir de ta nurserie des petits semis que tu vas transférer le jour même. Mhm. Et nous, en plante à feuilles, on fait des cycles de 4 semaines. Ok. On fait nos semis à part. La phase semis, elle dure à peu près 3 semaines. Mhm. Et dès que c'est prêt, ces semis, donc on produit des semis vraiment forts, robustes, hein, en bonne santé. C'est notre stratégie à nous, hein. Ouais. On a des fermiers qui font différemment. Ouais.
On transfère dans cette petite surface-là. Mhm. 4 semaines après, on récolte. D'accord. Donc sur une surface de 1 mètre carré, pour démontrer en fait ces 5 unités semaine, c'est vraiment simple. Il faut faire 4 lignes de 5 salades. Si Ok. tu veux faire des salades. Hein. Mhm. Donc si tu fais 4 lignes de 5 par cycle de 4 semaines, Mhm. donc la première semaine, Tu prends les cinq. la première ligne, tu Mhm. vas récolter les 5. Mhm. Ou une par jour, c'est comme tu veux. Voilà. Ou tu peux récolter ta ligne et tu stockes au frigidaire, Mhm. par exemple. Mais ce qui est important pour que tu sois consistant dans ta production, quand tu vas enlever tes 5, tu sors 5 de ta nurserie et tu transfères le jour même. Mhm. La semaine d'après, tu vas récolter ta deuxième ligne et tu le transfères. Ok. Semaine d'après, troisième ligne. Et semaine d'après encore, quatrième et dernière ligne. Ok. Et tu le transfères aussi. Quand tu vas revenir sur ta première ligne, 4 semaines se seront écoulées. Et tu as des rotations de culture. Ok. C'est en hors-sol, quand tu fais du hors-sol, bizarrement, tu arrives mieux à comprendre et à ce fameux programme de rotation des cultures. Mhm. Parce que c'est vraiment simple en fait. Quand tu es en hors-sol, tu as un meilleur visu, bizarrement. Ouais. C'est plus facile que quand tu fais dans le sol. Mais c'est pareil aussi dans le sol. Oui. Mais tu te baisses plus aussi? Tu te baisses plus, bien sûr. Après, je n'ai vraiment rien contre le plein champ. Nous, Oui, nous faisons aussi du plein champ. Hein. Ok. On fait les deux en fait. Hein. Mais on a beaucoup développé dans un premier temps la partie aquaponie. Hein. Donc pour revenir à une famille de 5 personnes, 4-5 personnes, pour un besoin de 5 salades semaine, Mhm. c'est un exemple. Hein. Oui. Donc 1 mètre carré, c'est suffisant. Et en perspective de développement en fait du système que la famille a, tu doubles 2 mètres carrés. Et avec une unité en fait en aquaponie, c'est-à-dire la même capacité poisson, le même volume, hein, la même filtration, tu pourras doubler, quadrupler après ta surface plante sans changer les autres paramètres. sans changer le volume d'élevage poisson et la filtration. Donc sur comment on appelle, sur ce prototype que tu as développé alors. Hein? Ok, d'accord. Donc tu peux quadrupler. Voilà, tu peux quadrupler par la suite la surface plante pour la même surface poisson. D'accord. Ce qui va se passer en fait, c'est quand tu vas avoir un système, donc tu vas nourrir tes poissons, tu les nourris bien, correctement, il ne faut pas trop surnourrir. On va développer aussi ça par la suite quand on va aborder les poissons. Les poissons, ils vont se développer en fait. Et selon la variété, on va développer pour la partie poisson. Les poissons se reproduisent aussi et ils font des bébés. Voilà. Du coup, dans le temps, tu as beaucoup plus de poissons, donc tu vas tendre à plus nourrir, tu vois. Tout à fait. Et comme tu nourris plus et que la surface plante est en fonction de l'aliment poisson, tu auras deux choix alors. Soit tu augmentes ta surface plante, ou soit tu dois enlever des poissons. Donc pour la consommation personnelle, voilà. par exemple. Et les poissons que nous utilisons, ils sont comestibles et ils sont bons. Hein. Voilà. Donc tu peux aussi manger les poissons. Okay. Donc tu pourras faire tes extensions ou manger tes poissons. Dans un premier temps, tu développes ton système, tu fais tes extensions jusqu'à atteindre ce que toi tu veux atteindre en tant qu'objectif de production. Dès que tu as atteint cette surface-là, ta partie poisson, elle va toujours se développer. Ouais. Donc là, on va dire que ta partie plante, elle est fixe. Et tu auras aussi un programme de rotation des cultures pour tes poissons. Voilà. Donc périodiquement, tu vas enlever des poissons et tu vas les manger. Et puis tes plantes, tu tournes avec tes plantes de manière efficace. Voilà. Ok, donc le bac, alors l'encombrement, qu'est-ce que ça prend comme encombrement? Allez, assez rapidement. Est-ce que c'est encombrant un système d'aquaponie pour une unité que tu as préparée clé en main? D'accord. Alors le premier kit que nous avons sorti, que nous avons par la suite amélioré, il prend une emprise au sol de 1m30 par 1m10. C'est vraiment petit. Hein. Oui, donc en fait, c'est un bac poisson et le bac plante, il est posé par-dessus. Voilà. Donc l'ensemble va faire à peu près 2m20 par 1m10. Donc, et ça va pouvoir supporter une famille. Ça va pouvoir faire... nourrir une famille. Avant de faire tes extensions, ça va pouvoir faire les fameux 5 unités semaine. D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est... Enfin, nous, on consomme quand même beaucoup. Ce sera quand même pas assez. Hein, 5 unités semaine, mais c'est dans l'ordre que tu peux faire. Voilà. C'est déjà un début. Et ce qui manque, on va les compléter au magasin.
Dans un premier dans temps. un premier temps, hein, avant l'extension, donc. Hein. Voilà. OK. Donc, le volume en eau de ce kit-là, il est de combien à peu près? 800 litres, 700 litres, Alors, ce kit-là, le volume d'eau total est de 600 litres. 600 litres. Voilà. OK. Donc, D'accord. c'est quand même volumineux Mhm. et en même temps, c'est pas beaucoup. Oui, Je voilà. m'explique. Donc, un système aquaponique, et j'insiste ça, en fait, c'est des choses que les personnes aussi me demandent souvent. Moi, je recommande vraiment un volume minimum de 1 mètre cube, hein, c'est-à-dire D'accord. 1000 litres. Parce que quand le plus de volume tu as, le plus stable le système il est. Donc, en OK. fait, l'eau, elle a un comportement. Hein. OK. Donc, nous considérons vraiment l'eau Quelque chose de vivant. comme quelque chose de vivant. Mm. L'eau, c'est une entité vivante. Hein. Mm. Déjà, il faut avoir cette approche avec l'eau. Ouais. Si pour toi, elle n'est pas vivante, tu auras un peu du mal Ouais. à comprendre OK. sur tous les points, tu vois. OK. Donc, 1000 litres, c'est vraiment bien. Ça veut dire que les paramètres de qualité d'eau, donc la température, il y a le Mhm. pH, il y a d'autres paramètres qu'on va aborder par la suite, Mhm. ben, ces paramètres-là ne vont pas trop varier. OK. Et le paramètre numéro un dans notre pays, hein, c'est vraiment La chaleur. c'est la température, exactement. Donc les plantes, hein, il faut savoir que les plantes, elles n'aiment pas les fortes températures. Mhm. Une plante, elle boude quand l'eau elle dépasse 26-28 degrés, hein, elle n'aime D'accord. pas tellement. OK. Elle veut une eau fraîche, ça que quand tu plantes dans le sol est là aussi un Voilà. comportement, On tu va vois. chercher en bas, Le hein. sol aussi est Mhm. vivant et Mhm. toute cette masse-là fait Mhm. que ça a une propriété un peu isolante et la température, elle est vraiment stable. Hein. Mhm. Donc 1000 litres, c'est pas mal. La température va vraiment pas fluctuer. C'est Hein. assez Ouais, elle est stable, hein. vraiment stable. OK. Quand toi, si tu fais un système avec un petit aquarium de 100 litres, Mhm. tu fais ton petit pompage, tu amènes dans ton petit bac, hein, ça va marcher. Hein, mais Ouais. quand en journée très ensoleillée, forte chaleur, hein, Mhm. les plantes, elles vont en pâtir. Hein. D'accord. OK. Voilà. OK. Donc, Donc on ce part kit-là, il sur... fait 600 litres. OK, on part sur 1000 litres. Là, on est bien, bien stable. Donc, est-ce qu'entre 600 litres et 1000 litres, il y a... on va parler un peu de la pompe. Est-ce que c'est la même pompe pour 600 litres et pour 1000 litres? Oui, en fait, moi, en pompage, je surdimensionne toujours. OK. C'est-à-dire que moi, pour un système de 600 litres, moi, vous allez me dire, waouh, c'est vraiment surdimensionné. Mhm. La pompe que je prends, elle fait au moins 3000 litres heure. D'accord. OK. Donc, elle envoie. Hein. Donc, on Donc, peut évoluer encore. voilà. Ok. Pourquoi je surdimensionne comme ça? Donc, parce que à la première installation, tu ne vas plus changer ta pompe. Hmm. Je prends des pompes qui sont très performantes, Mhm. très efficaces en termes de consommation. Oui. Et je la surdimensionne. Et quand tu voudras faire tes extensions, Hmm. tu ne changes pas la pompe. Donc, Ok. doubler, quadrupler ta surface plante, c'est la même pompe Ça qui bouge fait pas, le même quoi. travail. OK. Et ces pompes-là, les pompes que je te dis de 3000 litres heure, de nos jours, tu en trouves, elles font 40 watts. Mhm. 40 watts, c'est moins que ce néant qui est Tout au-dessus à de fait, nous, tu vois. tout à fait. Voilà. Donc, on a des pompes très performantes. Je travaille avec des pompes de 9000 litres heure, 9 Ok. mètres cubes heure, c'est des gros débits. C'est énorme. Elles font 55 watts. Oui. C'est Ah. encore moins qu'un Oui. néant, tu vois. Oui. Donc, ça ne consomme pas beaucoup. Mm. Et je pense que ça, c'est un atout de nos jours, hein, on va dire du côté technologique. Hein. Mhm. Donc, en pompage, ces 10 dernières années, on a vraiment progressé. Hein, D'accord. et on fait des produits vraiment efficaces Mhm. avec des hélices en céramique. Il y a beaucoup de choses quoi, qui ont évolué. Merci pour ces C'est vraiment informations-là. intéressant. Ouais. Parce que je me dis, peut-être qu'un des freins, c'est l'électricité. Mhm. C'est le coût de l'électricité. Exactement. Maintenant, si c'est moins qu'un néon, hein, qu'un grand néon, là, on est bien. Hein. Mhm. C'est plus un frein. Hein. OK. Donc, la profondeur, donc, il faut trouver des bacs à 1000 litres déjà, ou à 600 litres, entre 600 et 1000 litres. Hein. Donc, on a parlé de la pompe. Donc, on est entre 3000 et 9000 entre 3 et 9 mètres cubes d'eau qui est pompée en une heure. Hein. Mhm. Donc, pompée et recyclée aussi. Oui, Hein, on va en parler peut-être Oui, oui, oui. tout à l'heure, hein, un petit peu. Hein. Donc, comment tu fais ton dosage? Parce que avant, j'imagine ton dosage du pH. J'imagine que avant de poser les plantes, il faut que le pH soit stable à un moment. Ou bien on fait tout en même temps.
Yes, pas une question en bonne même temps? Non, c'est bien. Peut-être alors quelque chose, c'est pas... Avant d'aborder ça, parce qu'on va vite aboutir au pH, quand on installe en fait un système aquaponique, c'est particulier parce que tu ne pourras pas planter directement. Oui. Il faut prendre son mal en patience. en patience. C'est le maître mot en fait, hein. C'est vrai. Hein. Ah ben, Quand tu es avec le silence, vivant, ça pousse, ça fait tout doucement, ça pousse tout doucement, mais sûrement. Hein. voilà. En fait, c'est juste que ça ne va pas du tout pousser parce qu'au début, le système, on le fait tourner à vide. Oui, Donc, on le met sans poisson et sans plantes. d'accord. J'ai pas développé ça dans un premier temps et j'aurais dû. Peu importe, c'est pas grave. Voilà. Mais on en parle maintenant parce que c'est le cas. L'aquaponie, ça comprend 3 entités vivantes. Sans l'un des 3, ça ne marche pas. D'accord. Donc, vous savez qu'il y a forcément les poissons et il y a les plantes. La Il y a troisième entité qui est clé, et qui est clé au fait pour l'humanité finalement, hein, c'est les bactéries. Donc, ces fameuses bactéries, on en a besoin parce que les excréments que les poissons vont produire, tu as les solides qu'on évacue en filtration. Et tu as ce qu'on appelle les déchets qui vont être solubles dans l'eau. C'est en fait ce que les plantes vont manger. Ça aussi, c'est une misconception des gens sur l'aquaponie. Hein. Les plantes ne vont pas assimiler les solides des poissons. Hein. Ouais. Elles ne font pas ça. Voilà. Les plantes, elles vont assimiler ce qui Les est particules. soluble dans l'eau, Voilà. ce qui est devenu ionisé dans l'eau. Hein. Ok. Donc, les poissons, quand ils vont produire leurs déchets, elles sont toxiques en fait, ces déchets-là. Et les plantes ne les assimilent vraiment pas. D'accord. Donc en fait, ça ne marche pas. Ok. Donc quand tu vas mettre des bactéries, donc ça se passe en fait dans tout système aquaponique, mais alors tous sans exception, tu as un compartiment dans ton système qu'on appelle le filtre biologique. On appelle ça des biofiltres. C'est juste des entités où on met un substrat à l'intérieur et c'est une maison qu'on va créer pour les bactéries. Donc les bactéries, elles sont petites, elles ont besoin d'une surface pour s'accrocher. Donc le plus de surface tu leur mets à leur disposition, et le plus elles vont se développer. Ça, c'est de l'ingénierie qui est développée déjà depuis des années. Hein. On inventerait, hein. On suit des choses et après on applique. Hein. C'est vraiment simple en fait. Hein. Ces bactéries, elles vont se développer et ça va mettre 5 semaines pour que ton système devienne mature. Ok. Ça, c'est un temps qui est... Un peu plus d'un mois à attendre, Voilà. les amis. Hein. Donc Il faut si vous pas- voulez produire dans un mois, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Hein. Voilà. Bon, après, on accélère les choses. Hein. C'est-à-dire que nous, on fait un peu ce qu'on appelle des inoculums. Hein. Un système qui est en bonne santé. Tu prends de la purge, tu vas après ensemencer dans ton nouveau système D'accord. complètement nouveau, tu vois. Ok. Et après, on rajoute des engrais naturels Ok. qui va permettre en fait de développer ces bactéries-là. Hein. Et quand tu mets des engrais naturels à l'intérieur, riches en azote, hein, riches en ammoniac en fait, hein, c'est ça qu'il faut. Le filtre biologique, les premières bactéries vont avoir à manger et elles vont se Se développer. développer. Et après, on arrive en fait à savoir le stade de développement en fait de ton filtre biologique en mesurant en fait la qualité de l'eau, hein, une fois par semaine. C'est vraiment des choses de routine Basique, qui paraît voilà, un il peu faut- nouvelles, mais quand vous allez être dedans, c'est des choses vraiment de routine. Hein. Mais c'est vrai que ça peut mettre entre 3 semaines et 5 semaines. D'accord. Et je conseille d'attendre au moins 4 semaines. Ok. Donc ce que je fais, ça va faire rire, mais parce que on va dire que c'est bio. Hein. Mais pour lancer un système aquaponique, on a besoin de rajouter de l'ammoniac dans l'eau. L'ammoniac, c'est ce que les poissons produisent hein, Voilà. en déchets. Hein. Donc nous aussi, on fabrique de l'ammoniac, ce qu'on appelle de l'urée, hein, c'est sous forme d'urine en fait. Donc quand un système il est prêt, installé, et on le fait tourner à vide, mon client la personne qui va avoir le système, qui est en bonne santé, on va dire, hein, je lui dis de faire pipi dans l'eau en fait. Voilà. Ouais. Une fois par jour, pendant 2 à 3 semaines. Ok. Donc cet ammoniac-là va aller dans l'eau et va nourrir les premières bactéries, et les bactéries, elles vont se développer. Et il n'y en aura pas d'odeur, il n'y aura Oui. pas de... hein, Oui. de- Oui, voilà. Pour le simple fait déjà que c'est super dilué, puisque déjà on a 600 litres au minimum, 1 Bah mètre oui, cube. voilà. Et c'est surtout au fait qu'un système aquaponique, tu n'as pas de zone morte. Et ça, c'est du design. Hein. Il faut vraiment faire attention à ça. Tu n'as pas de point de stagnation de l'eau. Tu n'as pas des coins. Hein. Nous, on évite vraiment les coins dans un bac poisson. Il faut que les coins sont super arrondis. Où on utilise des bacs vraiment circulaires. Hein. Ok. L'eau, elle n'aime pas les coins. L'eau, elle n'aime pas stagner. Hein. Elle aime la vitalité. Voilà. Hein. Donc, tous nos systèmes, l'eau,
elle est bien aérée. Et le bac plante, il est bien aéré. Ok. Là où poussent les racines, il n'y a pas de zone morte d'eau. Donc, ce qui fait que ton système, il est super aéré. On dit ça que le système, il est en condition aérobique. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas de bactéries vilaines qui poussent, en fait. Donc, tu auras beau faire pipi dedans, ça va être sain. Ouais. Voilà, c'est ça qui est Ok. rigolo. C'est Ouais. super oxygéné. Il n'y a pas les bactéries pathogènes, celles qui vont causer des problèmes, elles sont dans des milieux sans oxygène. Ouais. Ok. Donc, c'est là qu'elles se développent. Ouais. Donc, ces fameuses petites poches, les petits coins où l'eau, elle stagne, là, ça, c'est des petits coins ponctuels qui dégradent la qualité de l'eau. Ok. Ça, tu ne veux pas ça. Ok. Donc, Donc, il faut bien gérer ça en amont. voilà, en fait, ça, c'est dans la conception, hein, Voilà, et dans la dans conception, dans voilà. dans le design. Donc là, pour en revenir à le pipi, c'est génial parce que tu payes rien. Ben oui. Si tu n'utilises pas ça, tu peux Tu peux mettre de aller acheter. l'ammoniac. Voilà, Voilà. tu achètes de l'ammoniac ou tu achètes de l'urée. C'est un engrais chimique disponible en agriculture, hein. Ouais. Donc de l'urée, tu fais ta dilution, tu rajoutes dans le système. Il faut mettre ça tous les jours, en fait. Ok, Pour- petit à petit. Voilà, pour simuler, en fait, que tes poissons produisent, hein. Ok. Donc en fait, D'accord. tu simules ça, en fait. Ok. Donc faire pipi dedans, c'est génial. Et c'est complètement à l'aveugle aussi, hein. On ne mesure pas la quantité de pipi qu'on met, hein. Tu fais un pipi par jour, c'est largement suffisant. Tu vois? C'est pas assez, mais tu en mets, du coup, les bactéries vont se développer. D'accord. Donc ça, c'est la première phase très importante à faire. Il faut que ton système il soit mature, hein, ton filtre biologique. Et à partir de là, tu pourras commencer à planter. Donc au bout de 4 semaines, 5 semaines, c'est là que je transfère les poissons et en D'accord. même temps, je transfère les semis Ok. dans le système. Ok. Et puis dans les jours qui vont suivre, tu vas nourrir tes poissons et là, tu commences à entrer en production. Ok. Donc, il te faut un petit kit aussi pour mesurer quand même le pH ou pas du tout? Il n'y a pas besoin. Voilà, maintenant Ok. on va en venir au pH. En fait, ça dépend de l'échelle. L'échelle familiale, tu n'as pas besoin de D'accord. mesurer l'eau, hein. Ok. Enfin, avec nous, les systèmes que nous Pour les livrons, kits hein, là, hein, que vous on fait systématiquement de la formation. Parce que dans nos premières années, on s'est rendu compte qu'une personne qui n'a pas les connaissances et la volonté aussi finalement de bien suivre son système, hein, Voilà. c'est pas de la magie non plus, hein. Ouais, voilà. Ça ne marche pas sans que tu y mets un petit peu Tout du à tien, fait, hein. tout à Il y a fait. un minimum aussi à faire. Et pour pallier à ça, on a systématiquement inclus au fait de la formation. Ok. C'est offert au fait, hein. Ok. Donc on offre des séances de formation pour toute acquisition de système. Et dans ces séances de formation, on aborde tous les sujets en fait qu'on va travailler avec en production. Et on mesure la qualité de l'eau, Ok. on donne une explication de la maturation des filtres biologiques. Ok. Après on s'attarde sur les poissons, on va s'attarder sur les plantes, hein. Mhm. En termes de pH, il faut savoir que les plantes, elles mangent bien à pH acide. C'est-à-dire un pH qui est inférieur à 7. Ok. Donc un pH à 7, on dit que le pH il est neutre, hein. Non, Ça. ça, hein, tout le monde le sait. Entre Voilà. Quand c'est supérieur à 7 et 7, 14, hein? voilà, entre 7 et 14, on dit que c'est un pH basique. Il y a un autre mot aussi qui est utilisé, on dit que c'est alcalin. Alcalin. Et quand il est inférieur à 7, on dit que c'est acide. Voilà. Les plantes, elles vont mieux manger parce que les nutriments ils seront plus disponibles quand le pH il est acide. Par exemple, pour les salades, selon le maraîcher, hein, ce qu'ils visent, ils veulent un pH entre 6 et 6,6 pour Ok. les salades, hein. Donc, ils vont faire en sorte d'être dans cette fourchette Ok. pour que les plantes elles mangent bien. Comment ça marche en aquaponie? Quand tu vas démarrer un système, le pH il va être alcalin, voire neutre. Parce que la majorité des eaux, hein, des réseaux communaux, le pH est légèrement alcalin. Ok. Marina, Loué, Piret, Papété aussi. Juste peut-être une parenthèse. Il y a du chlore dans Oui, il y a du nos, chlore. dans nos robinets. Ça dérange ou ça dérange pas? Alors, le chlore, ça dérange, ça peut tuer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu laisses reposer de l'eau aux 24 Il heures, s'évapore. en fait, il ne s'évapore pas, mais il se dénature. D'accord. Et tu peux accélérer ça en mettant un bullage dedans, donc une petite pompe à air. Tu as un Ok. petit diffuseur qui fait des bulles là. Tu mets ça dans l'eau. En 24 heures, le chlore est neutralisé. D'accord. Il est complètement prêt à l'emploi, hein. Ok. Voilà. Donc c'est mieux d'utiliser de l'eau de pluie, hein, pour les puristes du bio, hein.
J'ai rien contre le bio, hein, Oui, mais- oui, oui, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est juste voilà. L'eau de pluie ou c'est pas un souci. Mm. Et comme l'eau elle bouge, comme je Voilà. disais, avec la pompe, c'est Mm. super aéré. Mhm. En 24 heures, le chlore il Ok, est voilà, ça y il est. est dénaturé. Ok. Donc après tu commences ton process de maturation en faisant pipi dedans, hein. Mhm. Voilà. Donc le pH dans un premier temps, il va être neutre voire basique Mm. quand tu vas démarrer ton système. Donc Mm. c'est pas bon en fait. Ouais. Il faut que ton pH il soit acide. Acide. Comment on fait? Ben, ça, j'avoue, c'est un côté magique. Mm. C'est que dans tout système aquaponique, dans le temps, le pH, il va s'acidifier tout seul. D'accord. Je m'explique. Mm. Dans un système, je disais qu'il y avait les poissons, les plantes et les bactéries. Mm. En fait, tous ces trois-là, ils vont consommer de l'oxygène, Mm. même les plantes la nuit, et ils vont rejeter du CO2. D'accord. Donc les poissons, ils font ça. Mm. Ils vont consommer de l'oxygène, ils vont rejeter du CO2, le Mhm. dioxyde de carbone. Tu as les racines des plantes qui font ça. Mhm. Les racines, elles ont besoin d'oxygène. Et tu as aussi les bactéries. Toutes Mhm. ces fameuses bactéries qui travaillent pour nous, elles sont aérobiques. Elles consomment de l'oxygène. Mm. Et elles consomment d'ailleurs beaucoup d'oxygène. Ok. Donc il faut combler ça quand tu designs ton système, on va dire. Mm. Et tout ce vivant-là va produire du CO2. Et le CO2, quand il va dans l'eau, il acidifie l'eau. D'accord. Ça, c'est connu. Le réchauffement climatique, Mhm. avec tout le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, Mhm. qu'est-ce qui se passe? T'as le pH des océans qui s'acidifie, au fait, Voilà. qui pose problème aux coraux pour pousser. Voilà. Enfin, bref, c'est une autre parenthèse. Oui, voilà, c'est une autre problématique aussi. Voilà. Donc, voilà par rapport au pH. Et d'expérience, à peu près, juste après la phase de maturation, Mhm. hein, de 5 semaines, moi, j'ai vu chez des particuliers que j'ai installés, en seulement 3 semaines, le Mhm. pH est devenu acide. Ok. Donc, tu commences avec de l'eau claire, Mhm. tu n'as pas encore fait pipi dedans, tu mesures ton pH. Moi, de mémoire, c'était des pH de l'ordre de 7-6, hein, vraiment, vraiment alcalin. Après. Il fait pipi dedans, je reviens 3 semaines après, je remesure l'eau, son pH il est à 6,4, 6,6. Ok. On a baissé de 1 unité Voilà. en seulement 3 semaines, Mhm. avec tout ce vivant qui respire. Mhm. Donc en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que tout ce vivant-là va tamponner un peu, en fait, les paramètres de l'eau. Mhm. C'est-à-dire que le pH, il ne va pas fluctuer, hein. Oui, Le pH, il est vraiment stable. d'accord. Et plus le système il vieillit, plus le pH il va s'acidifier et il va rester stable. Donc Ok. plus tes plantes ils vont mieux manger. Ok. Un système aquaponique devient de plus en plus performant avec l'âge. L'âge. Ok. C'est comme le bon D'accord. vin. Ok, d'accord. Donc maintenant, par rapport donc à bon, on a vu le pH. J'aimerais juste faire une autre petite parenthèse. Tout à l'heure, tu disais que les plantes se nourrissent des déchets solubles dans l'eau, mais tout ce qui est solide, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ce qui est... Est-ce qu'il peut servir ce qu'on récupère de solide? Est-ce qu'on le jette ou est-ce qu'on en a besoin pour ailleurs, pour la nature, qu'est-ce qu'on fait de ce solide-là? Superbe question. Hmm. Disons on minimise vraiment en fait jeter les choses, hein. D'accord. Donc le but Ouais. c'est vraiment d'être vraiment complètement circulaire et de Mhm. valoriser. Nous on fait deux choses. Mhm. C'est pas vraiment dans notre planning, mais dans un système aquaponique, on fait systématiquement du lombricompostage. Je ne sais pas si D'accord. tu as entendu Ok, parler. ok. Donc tu peux en fait acheter dans le commerce ici des lombricomposteurs. Mhm. Ils ont différents designs et en fait c'est des lombricomposteurs. Tu vas avoir des lombrics dedans, des vers de terre, Ah ouais. et eux tu les fais consommer en fait tes épluchures. Il y en a beaucoup de Ah gens ouais. qui connaissent ça. Voilà. C'est quelque chose de vraiment génial que Mhm. je recommande Tout à vraiment fait. à tout le Il monde. n'y a pas d'odeur. Il n'y a voilà. pas d'odeur. Mhm. Tu fabriques en fait ce qu'on appelle le wormcast, hein. C'est Mhm. le jus de lombricompost avec tous les excréments de lombric, Voilà. super riche en oligo-éléments, Mhm. potassium, calcium, magnésium. Il y a beaucoup de choses dedans. Mhm. Et ça, on utilise beaucoup en complément pour nos systèmes aquaponiques aussi. Parce qu'on D'accord. va développer par la suite qu'en aquaponie, il y a des carences, hein. Hmm. C'est pas tout beau, tout rose, hein. Il y a des Ok. avantages et des Des inconvénients. inconvénients. Donc ces fameux solides, on l'utilise de deux façons. On prend directement ces solides,
on les met directement dans le lombricomposteur. Mhm. Donc, ils vont être consommés par les lombrics. Voilà. Et ça va se transformer sous forme de jus que tu vas récupérer, que tu vas pouvoir après utiliser par la suite. D'accord. Et on fait aussi en épandage dans le plein champ. Hmm. Ok. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours du plein champ. Et dans notre conception actuelle, on va dire actualisée de notre système de production, on fait toujours du plein champ juste à côté. Ok. Parce que tu vas toujours valoriser des choses et qu'on va mettre dans le plein champ. Ok. Dans le plein champ, on va cibler d'autres variétés, au fait. Mhm. Les variétés qu'on mange beaucoup, les variétés qui ont des fortes valeurs ajoutées, on va les chouchouter, on les met en système hors sol. Et tout ce qui est facile, tout ce qui est fleurs, basilic, on met dans le sol. Parce que c'est des plantes faciles D'accord. à pousser. Ce qui est un peu plus difficile à faire pousser ou très attaqué, comme le potas salade par les limaces, hein, on les favorise en hors sol. Sol. Salade, hein, très forte valeur ajoutée. Hein. Mhm. Numéro 1, plus Ouais. cher que la tomate. Hein. Ah ouais. Les gens ne se rendent pas compte, C'est ça, mais c'est très, ça. très, très forte valeur ajoutée. Mhm. Salade, on les chouchoute, on fait en... Hors sol. Hors sol. Ils ne sont pas attaqués. Voilà. Basilic, persil, coriandre, aneth, Ce sont... plein champ. Oui, Et- plein champ, ils éloignent Voilà, les c'est des plantes de nuisibles, hein. campagne, Voilà. elles rendent inuisibles. Donc ça, mais alors à complète proximité de nos installations, on fait tout de suite des plates-bandes florales. On appelle ça Ok. des plates-bandes florales. Hein. Et dans ces plates-bandes florales, on met vraiment une diversité de fleurs Mhm. et une diversité d'aromates. Ok. Les aromates, quand ça vit très longtemps, des aromates, c'est quasiment des plantes pérennes. Hein. Ah ouais. Et ça fait des magnifiques fleurs Mhm. qui attirent un maximum d'insectes. C'est génial. Et tu les mets juste à côté. Mhm. Persil, coriandre et tout, je ne mets pas dans le système aquaponique. Ok. Mais Et- tu mets juste à côté. Juste à En côté, plein sol. Hmm. Pourquoi? Parce que ça vit très longtemps. Ça vit 8 mois, 1 an, si c'est pas plus. Mhm. Des persils, ça peut être complètement des buissons. Hein. Voilà. Tout comme l'aneth, hein, ça peut vivre des années. Oui. Et c'est surtout que ça pousse facilement. Mm. Alors que la salade, et puis c'est pas très attaqué. Mm. Donc on les met dans le plein sol. D'accord. Donc ces fameux solides, on va les valoriser sur ce plein champ et en lombricompostage. D'accord. Une question qui me vient comme ça, j'espère, je pense que tu pourras répondre. J'ai un plein sol juste à côté, ou bien des roses, ou bien des fleurs à côté. Il me vient l'envie de prendre de l'eau dans mon bac, de 1000 litres, là, et je vais arroser avec mon arrosoir. C'est faisable? Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait tous les matins. Ok. Mais alors, tu vois, j'ai mon bac poisson qui est devant moi. Mhm. Avant, quand je sortais de mes études, j'étais très aquaculture en circuit fermé, super propre, stérilisé et tout. Mhm. Et en fait, je me rends compte qu'avec le temps, l'eau, elle a tellement un comportement que ça lui fait rien si tu as les mains pleines de terre. Mhm. Je me lave les mains dans le bac poisson, tu vois. D'accord. Et donc Ok. voilà, à ce titre-là, tous les matins, je prends mon arrosoir, je plonge dans le bac poisson, je prends de l'eau, j'enlève Mhm. et je vais arroser mes plates-bandes hein, Ouais, ou ok. mes carrés potagers, hein, Mhm. ce qui est juste à côté. Hein. Et après, tu fais la pointe. Voilà, oui, en fait, dans mes installations, il y a un robinet flotteur qui fait la pointe automatiquement. Automatiquement, Ouais, ok. tu fais plus la pointe tout seul. Ça Donc, fait... D'accord. Du coup, c'est facile, tu vois, tout est mis en avant Oui, voilà, pour voilà. faciliter. Pour vraiment Et faciliter. bien sûr, ça, tu peux après faire des lignes d'arrosage automatique, hein, parce que tu as des électrovannes intelligentes qui Oui, arrosent voilà. tout seul. Hein. Mhm. Et tu peux même plus tromper ton arrosoir, tu le fais tout seul. Quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est beau, au fait, enfin, ce que moi je trouve bien, c'est que dans le design, tu peux vraiment optimiser et rendre les tâches faciles. C'est ça le but aussi. Voilà, Hein. c'est ça. La grande différence avec le plein champ et le hors-sol, c'est que tu as besoin de beaucoup moins de main-d'œuvre. Ouais. Le travail est facilité en termes d'ergonomie. Hein. Tout est à hauteur d'homme, c'est très important. Hein. Ok. Les espaces entre les lignes sont calculés pour que tu puisses passer. Voilà. Tout est optimisé. Voilà, c'est hein. ça, ouais. Donc c'est voilà, Très bien. c'est beaucoup plus agréable, on va dire. Hein. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes toujours en direct depuis nos studios donc, de LVDL, hein, la radio LVDL. Eh bien, mon invité cet après-midi s'appelle Teripaya Teanuanua et nous allons marquer une pause musicale et nous reviendrons juste après.
띠아토리라. Eh bien voilà, nous sommes revenus sur le plateau de la radio LVDL et nous sommes donc, je vous rappelle, avec Teanuanua Ter Ipaya et nous parlons cet après-midi d'aquaponie. Donc nous avons vu un petit peu beaucoup d'avantages par rapport à l'aquaponie, hein, et surtout cette façon de faire avec du hors-sol et du plein-sol. Hein. Donc ça, c'est génial. Rien ne se perd. Hein. Alors, on parle d'aquaponie, mais Teanuanua, quel type de poisson tu utilises pour mettre donc dans ces bacs d'eau là? Et quel est le poisson le meilleur en tous les cas, je ne sais pas si c'est en performance ou bien en qualité gustative, je ne sais pas. Hein. Quel poisson tu utilises? Alors, les poissons, c'est la chose qui m'a amené en fait dans l'aquaponie, hein, donc la partie élevage. Nous, on utilise le sunfish, c'est le tilapia orange, donc tout le monde connaît aussi. Hein. Parce qu'il est joli ou bien... Parce qu'il est joli, exactement. Il a une couleur attrayante, hein, orange. Hein. Il y a un sunfish qui est en forme, qui est très content. Il a même des petits reflets un peu rougeâtres. Un qui est pas tellement content dans ses conditions d'élevage, nanana, il va avoir un orange pâle, jaune pâle. Donc c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur. Et aussi de la nutrition du poisson. Le poisson qui mange un aliment de qualité, il va avoir des couleurs vives. Hein. Sans compter des... Enfin, je ne parle pas des petits granulés que vous allez payer cher dans le commerce, qui sont riches en pigments, en fait. Hein. Donc, tu as de l'aliment, on va dire, de production. Mais quand il est en bonne santé, il est bien vivace, il a une jolie couleur. Donc, c'est juste que, en général, hein, dans les espèces en aquaculture, chez les poissons qu'on vend dans le monde, hein, un poisson de couleur est toujours plus attrayant qu'un poisson gris.
D'accord. Donc un poisson de couleur a une plus forte valeur ajoutée qu'un poisson gris. Ok. C'est un peu discriminatoire, hein, mais, Oui, c'est comme mais c'est ça. comme Hein. ça. Voilà. Le pauvre C'est tilapia gris, là, c'est ce qui arrête de frappe manger. les yeux. Hein. Voilà. Et puis c'est le comportement du consommateur, au fait. Hein. Voilà. Donc voilà, le sunfish, je me procure avec Michel Ambastolaire à Fahiti. Là, Ok, hein. Tout le monde voilà, le pour ne pas connaît. de se citer, salut Michel. Voilà, tu peux le visiter. Si Voilà. jamais il écoute, Mhm. on a Michel. Voilà. Après, pourquoi on utilise le tilapia? Pourquoi on n'utilise pas autre chose? Je vais vous dire quelle autre espèce on peut aussi utiliser hein, en aquaponie. Qu'est-ce qu'on a essayé? Nous, on a quasiment tout essayé. Ok. On a essayé la chevrette, hein. Mhm. On a essayé le pouille, on a Ok. essayé le natto. Hein. Oui. Donc voilà, le natto, c'est un peu une perche, hein, des poissons quand même natifs de Polynésie. Voilà. Hein. Et natif, pardon. Le natto, la chevrette locale, le hausha, là, la grosse, le mâle, il a des grosses Voilà. pinces, là, hein, longues pinces, Voilà. et le pouille. En fait, il faut savoir qu'en aquaculture, en élevage, avant de se lancer à vouloir faire quoi que ce soit, hein, il y a ce qu'on appelle des critères de sélection. Hein. Donc là, on essaie au fait de quand même respecter ces critères-là. Si tu ne les respectes pas, tu vas d'ores et déjà te mettre un peu en problème en production. Hein. Dès le départ. Voilà, donc un premier critère très important, en fait, c'est la robustesse de l'espèce. Mm. Donc il faut que l'espèce de poisson que tu élèves soit quand même robuste, tu puisses facilement le manipuler, hein, Oui. sans qu'il pète trop d'écailles et qu'il développe des pathologies par la suite et après qu'il meure. Hein. Il y a des poissons qui sont quand même fragiles. Hein. Mhm. Donc en élevage poisson, en anecdote, je peux vous parler du moi hein, qu'on a fait en élevage en cage ici, en lagon alors. Hein. Le moi il est très nerveux hein, et il cogne beaucoup sur les cages quand tu veux pêcher. Il se blesse beaucoup, il développe des lésions hein, qui vont aboutir à des infections et après il meurt. Quoi. Après tu as des poissons comme le natto qui est pas si robuste. Le natto a des besoins de qualité d'eau quand même élevés. Hein. Quand tu vois l'eau d'une rivière, elle est claire, limpide, de température fraîche, hein, Voilà. très frais. Voilà. Donc le natto, quand tu le mets dans un système en circuit fermé, parce que l'aquaponie évolue en circuit fermé, hein, Il ne va pas trop apprécier. il n'apprécie pas, j'en ai fait, il ne poussait pas aussi tellement vite. Et ben j'ai laissé. Hein. Donc premier critère, la robustesse. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la fécondité, hein, c'est-à-dire est-ce qu'une femelle poisson va te donner beaucoup de bébés et est-ce que c'est facile à avoir des bébés. Voilà. Donc, exemple même, c'est la chevrette. La chevrette, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais elle fait une partie de son cycle dans la mer. Ce qui fait que quand ça éclot, les œufs des chevrettes dans les rivières, hein, elles vont aller au large. Hein. Elles vont en plein océan. Et ensuite, il y a le stade larvaire qui se met en place et elles arrivent après vers les embouchures des rivières pour remonter. Hein. Donc tu ne pourras pas faire des bébés chevrettes. En système eau douce, comme un système aquaponique, tu ne pourras pas reproduire toi-même tes chevrettes. Il faudra Ça à va chaque fois que ça meurt. voilà, ça va nécessiter une écloserie, ça c'est super coûteux. Donc ça veut dire que tu seras condamné à aller pêcher en fait tes chevrettes dans la rivière. C'est ce qu'on a fait. Hein. On a fait ça, mais quand tu vas pêcher des chevrettes vivantes, c'est pas pareil que d'aller les piquer. Hein. C'est pas facile. Il en faut une quantité. Hein. Donc voilà, ça c'est un deuxième critère. Il y a un troisième critère qui est important, c'est quand même la valeur ajoutée. Hein. Donc quand tu fais un élevage, c'est bien d'avoir une espèce que tu élèves qui peut se vendre hein, à un bon prix. Non, ça ne vaut pas le coup de le faire. Hein. Voilà. Donc le tilapia, le sunfish a une petite valeur quand même ici. Il y a une valeur estimée à 1500 francs le kilo, que moi je trouve cher. Hein. Après les premiers essais de vente qu'on avait fait, ça sortait en sortie ferme à 600 francs le kilo. On ne peut pas se permettre de le vendre trop cher. Le poisson du lagon, de nos jours, il sort à 1200 francs le kilo au détail. Tu vois. Donc le tilapia, il faut qu'on le sorte à 600 francs le kilo, sortie ferme. Et au détail, il ne faut pas que ça dépasse 1000 francs pour que ça puisse se vendre. Hein. Ça ne marchait pas là tellement bien. Peut-être faire un petit plus de com sur la vente. La vente du poisson. Après, un dernier critère qu'on utilise aussi, c'est quand même de pouvoir en mettre plein dans un même volume d'eau, c'est-à-dire la densité d'élevage. Donc par là, tu as des candidats qui sont carrément pas bons, donc c'est la chevrette. La chevrette, c'est quelque chose qu'on veut vraiment faire tous parce que c'est bon, tu peux en pêcher un peu quand tu as besoin. La chevrette, la femelle, elle n'est pas intéressante dans le sens où elle reste petite. Hein. Les plus grandes tailles, c'est le mâle. Hein. C'est le mâle qui fait le plus grand abdomen, tu peux manger. Hein.
Le mâle, le chevrette mâle, il est très très agressif. Donc, t'en mets 2 par mètre carré. C'est vraiment un peu ridicule, hein. Ah oui, là, Tu peux c'est- pas en faire plein. Non. Il est super agressif et quand tu en mets plein, ils vont aller se chamailler, hein. Donc voilà, donc ça. Le pouille, son inconvénient, parce qu'il mangeait très bien, il était très robuste, mais son inconvénient, c'était de les faire se reproduire. Les pouilles, ils ont un cycle extraordinaire, hein. Ils sortent complètement des rivières. Ils vont au milieu de l'océan à des centaines de kilomètres de là d'où ils viennent. Ils se reproduisent et ils ne reviennent pas. D'accord. Ils ne reviennent pas dans les rivières, ceux qui partent. Et tu as les petites civelles, les bébés Qui pouilles reviennent. qui remontent par la suite. Tu ne pourras jamais les reproduire. Donc tu seras obligé d'aller pêcher dans la nature et les amener dans tes bacs Tout le pour temps, les tout le élever temps, tout le temps. Mais moi, le problème que j'ai eu avec les pouilles, c'est qu'ils s'échappent. Ils sortent du bac poisson et tu pourras rien y faire. À moins que tu Clôturer, clôtures bien tout, fermer, mais voilà, voilà. tu Il n'y clôtures a pas. plus d'intérêt, quoi. Voilà, tu clôtures pas un bac. Et c'est marrant, hein, parce que tous les pouilles que j'ai essayé, hein, de n'importe quelle taille, hein, j'ai même pu pêcher des tout petits anguilles. Et en fait, Passe. voilà, ils se barrent, hein, ils montent et puis ils s'en vont. Donc là, tu arrives à T'as plus de locataires, là, hein, c'est pas bon. un fil locataire. Donc la sélection, elle est quand même restreinte. Ok, donc on est revenu sur le Sur le tilapia, sunfish, le tilapia qui correspond à tous ces critères. Mm. Le tilapia noir, j'en utilise aussi, je les mixe un peu parce que le tilapia noir, il est plus robuste quand même, hein. Ok, Le sunfish, en fait, il y a eu tellement de consanguinité depuis qu'on les a ok. qu'ils sont, D'accord. ils sont très faibles finalement. Ils ont un niveau d'adaptation assez restreint, hein, Ok. on va dire, hein. C'est bien de faire un petit mix, hein, je trouve, hein. Après, si tu veux te focaliser sur la vente, tu vas sélectionner un peu les tilapia orange, hein. Ah ouais. Il faut savoir qu'en aquaponie, quand même, hein, dans une opération, on va dire, commerciale, 95% des revenus, c'est les plantes. Oui, Les poissons, c'est que 5%. d'accord. Ok. Tu peux contrebalancer ça. Mm. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves une espèce qui a une très forte valeur ajoutée. Et à Ajouter, l'époque, j'aime bien dire ce mot-là, mais ça s'est fini en 2006. Tu avais une espèce qu'on appelait le loup tropical, que Ifremer avait développé. Voilà. Voilà. Donc le loup tropical, il est connu aussi sous le Barramundi. Voilà. Ça, c'est d'ailleurs la petite anecdote, c'est que mon tout premier système que j'avais fait dans mes études en Australie, c'est ces poissons-là que j'avais Ok, utilisés. Et après, la société qui était en charge en fait de l'écloserie et qui développait ça aussi pour l'aquaculture polynésienne, hein, ils ont perdu les derniers géniteurs au cyclone en 2006-2007. Ok. Et il n'y a plus de géniteurs en fait. Donc on ne pouvait plus faire et assurer la filière, hein. D'accord. Mais ça, c'était un superbe candidat. Le loup tropical, super bon appétit, correspond à tous les critères que j'ai Que tu as cités, énuméré, là. très forte valeur ajoutée. Et Ok. tu les files, ils grossissent très bien. Arrivé à la taille de 400-500 grammes, tu les files, tu as un bon, Un bon rendu, t'as là. un bon rendement au filet, très forte valeur ajoutée, hein. C'est super bon ce poisson-là, hein. Donc on a perdu ce candidat-là, Dommage. dommage. Et le natto, ça nécessite un petit peu de recherche pour maîtriser un peu, passer par une étape de domestication, hein, ce qu'on appelle. Mais la recherche et tout, c'est beaucoup d'argent quand même, hein, D'accord. pour, Voilà. pour maîtriser. On est à 5% Voilà. hein, du rendement. Hein. Du coup, Sunfish. Voilà. Sunfish, c'est facile. Ils produisent nos engrais, ça correspond très bien. Les Sunfish, on les valorise aussi en les compostant, hein, tout simplement. Ok, Des fois, d'accord. on les composte, Ok. on les mange, Voilà. ou on les vend, mais ça ne part pas tellement bien. Ouais. C'est pas, on est vraiment plus sur la vente des légumes. Des légumes. Hein. Mais pour le poisson, hein, le sunfish, il faut combien de poissons pour 600 litres? Alors, pour le kit qu'on avait parlé avant, en gros, hein, donc le dimensionnement de base que je vous avais dit là, 50 grammes d'aliments poissons pour faire 1 mètre carré de surface plante, il faut à peu près 2 kg de poissons. D'accord. C'est Ok. 2 kg de poissons. Tu prends des petits poissons qui vont de ton index à la base de ton pouce. Ça, c'est des poissons de 100-150 grammes. Ok. Il t'en faut T'en une faut quinzaine, 10, 15-20. voilà. 15-20 petits poissons de ton index à la base de ton pouce pour un système de 1 mètre carré. C'est à peu près ça qu'il te faut, hein. Ok. Après, tu les nourris à satiété. Il faut Et- qu'ils mangent bien, Voilà, hein. ils grandissent, ils font des petits, mais ça ne dérange pas s'ils font des petits. Ça dérange pas.
Quand tu es à l'échelle familiale, on va Mm. dire, c'est tous dans le même bac. D'accord. Hein. Ils se développent, ça fait des petits. Ok. Quand on est à peu près à plus grande échelle, on va séparer en fait. Mm. Et pour se focaliser sur la croissance poisson, ce qui est marrant en tilapia, c'est que on va mettre tous les mâles ensemble. Tous les D'accord. poissons mâles, arrivés à une taille, on va les sexer Mhm. et on met que les mâles ensemble. Quand ils sont tous ensemble, Il n'y a pas de bagarre. en fait, c'est pas ça. Ils vont pas se reproduire avec les femelles. Mhm. Donc toute leur énergie, ça va pas dans la la reproduction, reproduction. ça va dans la croissance. Ils D'accord. poussent beaucoup plus vite. Ok. À grande échelle, on fait Ok. comme ça alors. D'accord. On sépare quoi. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Peut-être un dernier mot sur les plantes, ou bien plein de derniers mots sur les plantes. Oui, on Hein? essaie de faire ça vite. Les plantes, Voilà. donc c'est ce qui nous est arrivé ces 2 dernières années. On s'est rendu compte qu'au début, on voulait faire plein de plantes. Et nous, on a tout essayé. Je veux dire. On a essayé courgettes, potirons, en cucurbitacées, hein, concombre, pastèque, melon. En Ah oui. plantes à fruits, on a C'est- essayé toutes les variétés, enfin pas toutes parce qu'il y en a plein. Tomates, poivrons, aubergines, tous les variétés de piments. En salade, on a fait plein de variétés, de différentes variétés. Après, on a essayé plein de plantes, on fait tous les basiliques, Ok. tournesol, Mhm. tous les aromates aussi, on a fait directement en système. Et on s'est rendu compte en fait que surtout dans cet esprit de production, à être performant et surtout à être viable, hein, parce que finalement, quand tu veux faire une ferme ou n'importe quel projet en agriculture, il faut forcément être viable économiquement, Oui, c'est sinon ça. tu ne dures pas dans le temps. Voilà. C'est un peu la triste vérité, et le rappel à l'ordre finalement, Voilà, tout à quand tu fait. fais quelque chose. Hein. Mhm. Et on s'est vraiment concentré maintenant sur la sélection des variétés, et c'est la clé. Mhm. On fait pas tout en fait maintenant. ok. On a vraiment restreint en fait les variétés qu'on fait pousser. Et donc on a aussi des critères de sélection sur les choix, sur les choix des plantes. Hein. Stratégique, quoi. Hein, C'est voilà. stratégique. Voilà. Si tu es là, il faut quand même manger, il faut quand même produire, il faut Voilà. vendre, il faut... Voilà. Et là, je parle alors à titre un peu commercial pour en faire un métier, hein, ou pour vivre, parce que sur les porteurs de projets, les agriculteurs qu'on a lancés, hein, il te faut au minimum 200 mètres carrés de surface pour pouvoir générer un revenu. D'accord. Et tu es plus à l'aise avec une surface de 500 mètres carrés. Mhm. 500 mètres carrés, tu génères vraiment un bon revenu, et puis tu peux en vivre parce qu'on a des fortes densités. Hein. Donc nous, en plein champ classique, en salade, hein, par exemple, tu mets 15 unités par mètre carré, à peu près. Hein. Ok. Nous, en hors sol, de base, sur des surfaces horizontales, hein, on part sur 36 salades par mètre carré. Donc on double, hein, Voilà. plus que doubler. Donc c'est ça, on a des fortes densités. On contrôle la gestion des ravageurs, hein, sans pesticides chimiques. On ne peut pas en utiliser, ça va tuer Voilà. Les les poissons. et l'eau aussi. Quoi. Voilà, Tout. et l'eau. Voilà. Donc on n'utilise pas d'engrais chimiques ni de pesticides. Hein. On ne peut tout simplement pas. Hein. Voilà. Et on est dans une philosophie à ne pas en utiliser de toute façon. Hein. De toute façon. Voilà. Et D'accord. Ok. Ben, je ne sais pas si tu as terminé, mais en tous les cas, est-ce qu'on a des... alors, on a vu sur une surface horizontale, mais j'ai vu aussi sur Internet, dans des tuyaux verticales, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'est pas dans tous les sens en fait. Hein. On exploite le maximum possible l'espace, hein, en surface plane, mais aussi en élévation, quoi. Hein. voilà, ça rejoint un peu ce grand challenge de l'humanité, hein, à ne pas avoir d'espace pour l'agriculture. Voilà. Il n'y a Parce pas que, assez d'espace voilà, pour l'agriculture. qu'on le veuille ou non, on a besoin de produire plus et on a moins d'espace. Voilà. Donc c'est une problématique qu'il nous faut tous résoudre. C'est le cas aussi pour nous en Polynésie, ou pour que n'importe quel type de secteur d'activité, quand tu montes un projet, ben, il faut le foncier. Voilà. L'assise foncière bloque, hein, c'est tout simplement. Voilà. Donc il nous faut produire plus sur une faible surface. Hein. Donc ça, c'était vraiment le grand challenge pour tout le monde à l'échelle mondiale. Hein. Donc nous aussi, c'est toujours sûr de pouvoir, c'est mieux de pouvoir produire plus sur une même surface. Hein. Donc nous, on part déjà sur 36 unités par mètre carré, mais avec des tables pyramidales
que nous faisons. Ok. Donc on monte aussi en vertical, Mhm. on atteint les 96 unités par mètre carré. Ah oui. Ah oui. Et il y en a beaucoup dans le monde qui font des tours hydroponiques. Mhm. On en fait aussi un peu. L'irrigation est un peu problématique et particulière Parce qu'il faut par rapport pomper à ça. là-haut, hein, Voilà, je vous passe les les détails. détails. Hein. Mais là, tu passes à 200 unités mètre carré, 400 unités mètre Ah carré. oui. Ah oui. Donc tu produis beaucoup. Ah oui. Et ça, mais c'est pas toutes les plantes que tu Mhm. fais Mhm. en hauteur. Donc par rapport aux plantes, on a aussi des critères de sélection des variétés. Et la critère bien sûr numéro 1, c'est la force, c'est la valeur ajoutée de la Mhm. variété que tu Tout à veux, fait. que tu veux planter. Voilà, faut qu'on fasse. Voilà, donc il faut que ça soit vraiment rentable, hein, malheureusement, hein, Mhm. depuis terre à la Voilà. Nord, hein. Voilà. Et pour ces variétés-là, en fait, la sélection, c'est beaucoup sur les salades, hein, Mhm. très forte valeur ajoutée. Les salades, elles ont aussi des cycles courts. Mhm. La salade de la graine, on met 7 semaines Oui. jusqu'à Voilà. jusqu'à Maturation. la récolte. Mhm. Donc ces fameuses unités où tu as 400 unités semaine, en fait, c'est vraiment que pour les verts, hein, que Mhm. pour les plantes à feuilles. Ok. Donc, D'accord. donc c'est le design qui vient en conséquence. Tu fais pas trop de tomates, hein, Mhm. choses comme ça en vertical, hein. Mhm. Donc tu vas plus sur les unités où tu tournes vraiment rapidement, Oui. hein, tu Ouais. décolles vraiment vite. Ok. Tu engendres beaucoup de chiffres. Mhm. Et là, on va en hauteur et on optimise l'espace. Il faut savoir que dans le monde, ils ont réhabilité des hangars. Mhm. Ils exploitent des fermes de 12 mètres Voilà. de hauteur en vertical avec que des éclairages artificiels. Voilà. Nous, on n'est pas dans cette philosophie-là. On Mhm. n'utilise pas de... On essaie vraiment d'être au minimum énergivore. Voilà. Donc, nos besoins de pompage sont vraiment réduits. Nos sélections de systèmes hydroponiques hors sol est basée sur la faible consommation en énergie et à fort rendement. Ok. Donc, voilà. Voilà. Génial. Une dernière question peut-être. Quelles sont les perspectives de développement sur le territoire? Les perspectives de développement, elles sont un peu multiples, mais je pense que l'idée, c'est de partir à l'échelle de l'individu. Mhm. Donc, ce qui me tient à cœur dans ce que je fais aussi, c'est de pouvoir démontrer au fait qu'effectivement, on peut produire et ça a un certain coût. Le pompage et la plomberie, c'est un certain coût. Mais la bonne Au nouvelle, départ. voilà, au départ, la bonne nouvelle, c'est que ton design, il est tellement multiple. Tu peux faire de la récup, tu peux faire du super sophistiqué, ou tu peux faire du très esthétique, ou du pas du tout esthétique. Voilà. C'est comme toi tu veux, selon tes attentes. Mais tu peux produire de manière efficace. Et si on fait ça à l'échelle de l'individu, et ensuite à l'échelle du voisinage communautaire, on peut atteindre de plus en plus de monde, parce que je reste persuadé que la production primaire, elle ne peut pas se faire à très grande échelle. Parce qu'à grande échelle, il y a beaucoup d'impact. Impact sur l'environnement et aussi de l'impact carbone de tout ce que tu importes pour faire tourner ton business. Donc il y a une certaine échelle à atteindre et à ne pas dépasser pour avoir un minimum d'impact et être productif et subvenir à un certain nombre de personnes. C'est un peu comme ça que la pérennité de la filière et le développement de la production primaire à produire des aliments sains peut se faire. Aquaponique 10 hectares, non, ça ne le fait pas. Parce que c'est beaucoup de plastique, c'est beaucoup de serre, c'est beaucoup de choses que tu dois faire venir de Chine, de je ne sais pas combien de pays d'Europe. Voilà. Tu brûles Du carbone. du carbone pour faire venir acheminer tout ton matériel, tu vois. Tu as toute une sélection de choix de matériaux. Consommer local, hein, manger local, c'est à la Tout à fait. page. Voilà. Donc il faut œuvrer dans cette idée-là, être à petite échelle et faire plusieurs unités et se dupliquer. Ça, c'est en perspective du développement d'une image globale. Du point de vue précis, en aquaponie, ce qui est clé pour la pérennité, ben, je vous parlais de cette fameux aliment poisson. Donc l'aliment poisson, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, il y a de la farine de poisson, il y a de l'huile de poisson, tu as des farines de blé, de maïs, de colza, tu as plein de vitamines qu'on ajoute dedans, tu as beaucoup de choses en fait. Et oui, l'aliment, on l'importe aussi, donc on bulle du carbone. Donc ben non, c'est un peu bête ce qu'on fait. Donc les clés de développement de la filière vont se jouer en fait sur le substituer l'aliment commercial poisson. Comment on fait ça? On est directement dessus, et je vais parler vite fait de ce que Technival fait. Technival met au point en fait la maîtrise de la culture d'asticot. Donc l'avenir de l'élevage en secteur primaire
va se jouer sur la source des protéines que nous allons utiliser. Et l'avenir, je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui seront d'accord avec nous pour l'élevage primaire, dans le secteur primaire, va se jouer en fait sur les fameux élevages d'insectes. Ça se fait. Nous, on a commencé ça en 2012. Hein. On fabrique nous-mêmes nos asticots de mouches. C'est pas n'importe quelle mouche. Cette mouche-là, elle s'appelle la mouche soldat. Ok. C'est pas la mouche domestique maison qui vient sur le poisson. là. Nous embêter là. Voilà. Donc, c'est que du design aussi. Hein. On met en place des composteurs juste pour eux. On valorise tous nos déchets de végétaux, très riches, hein, fruits, mangues, ourous, hein, tout ça, ça va dedans. C'est un autre type que le lombricomposteur, mais c'est un composteur à part entière. Et dedans, on va produire en fait des asticots. Ces asticots-là, ils sont très riches en oméga 3, en oméga 6, en acides aminés essentiels, en oligo-éléments, et il y a beaucoup de choses dedans. Donc, en maîtrisant en fait la production d'asticots, parce que tu peux les processer et c'est facile, tu peux en faire de la farine aussi. Donc, nous, on nourrit actuellement nos poissons avec ces asticots. D'accord. Ça permet en Que fait vous produisez que nous vous-même. produisons nous-mêmes. Ok. Donc on a vraiment cette démarche de circularité, hein, vraiment tout est circulaire. Ces asticots-là est un peu le chaînon manquant Ok. pour pouvoir viser une autonomie hein, Voilà. par rapport à la Alors production là, c'est primaire. total, hein, autonomie Voilà. totale. Après, lié avec les énergies renouvelables en termes de pompage, on arrive vraiment à atteindre ou à tendre vers un idéal de production où rien, on appelle ça, en anglais, on appelle ça des inputs. Tout ce qui arrive dans ton système, hein, en français c'est un mot barbare, c'est des intrants, un mot français. Quoi. Voilà. Donc ces intrants-là, ces inputs qu'on a besoin dans un système, ben, on peut les produire nous-mêmes. On peut ne pas importer de l'aliment qui vient de Excellent. l'étranger Excellent. et faire venir des choses d'ailleurs de l'étranger. Et ça, on peut le faire localement. Et on le fait déjà. Il y a des entreprises qui se focalisent à faire de la production en masse de ces asticots. Donc ça, cette maîtrise-là va permettre une pérennité sur la filière aquaponie et par là, produire de manière saine et durable de l'aliment sain pour tous les Polynésiens. Voilà. Bon, c'est un idéal à atteindre. On n'est pas si loin. Hein. Oui, On est quand même mais proche. Quoi. voilà, il y a eu une évolution donc de la consommation du Polynésien. Hein. À l'époque, c'était la pêche, le fa'apu. Aujourd'hui, on va au magasin, on n'a plus le temps hein, d'aller pêcher, d'aller faire notre fa'apu. Et là, le fa'apu est réintroduit avec le poisson. Hein. Donc, peut-être que le poisson, on ne va pas le manger tous les jours. Mais de temps en temps, Voilà. périodiquement, on va consommer ce poisson-là. Mais les légumes et les fruits, on pourra en consommer et de temps en temps aller au magasin chercher. Voilà. Bon, après, Faire hein, la il faut... pointe, hein. Parce que j'ai beaucoup d'amis dans la famille qui vont tendre vers une alimentation saine. Je pense que c'est une prise de conscience que tout le monde a. Hein. Voilà. Et moi, je suis sûr, et c'est inévitable et inéluctable, on sera de toute façon tous amenés à produire nous-mêmes nos légumes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans nos légumes. Malheureusement, c'est vrai. Hein. Je suivais un reportage, la pomme, c'est 22 traitements. Et c'est dans l'épiderme. Dans l'épiderme, voilà, c'est 1 centimètre qu'il faut enlever pour manger à peu près sainement une pomme. Ouais, c'est exactement ça. C'est triste et ça fait peur. C'est affreux, ça fait Du peur. coup, parce que toutes les maladies que nous entraînons à partir de là, hein, donc il y a des belles citations qui disent que le premier médicament, c'est ton aliment. Tout Hein. à fait. Donc quand tu sais ce que tu manges et quand tu manges du vivant, Voilà. c'est-à-dire du frais. Et je suppose que c'est pas le même goût. Non, en termes de goût, c'est un autre débat, mais le goût du plein champ et puis du hors-sol, ils sont quand même similaires. Et le meilleur du meilleur, c'est toujours dans le sol. Dans le sol. C'est comme comme le poisson. Le meilleur poisson, c'est le poisson sauvage. C'est pas le poisson d'élevage, c'est vrai. Voilà. Mais après, on va tendre vers une autre orientation où, de toute façon, en termes de design, tu peux toujours améliorer. Au fait, par exemple, l'histoire de la tomate. Hein, tout le monde pose ça. C'est quoi le meilleur entre une tomate plein sol et puis une tomate hors sol? Bon, tomate plein sol, c'est bien sûr le meilleur. Hein. Mais sachez qu'en hors sol, en taillant les gourmands des pieds de tomates, en ayant une irrigation particulière, tu concentres les sucres dans les fruits et teste à l'aveugle
tu goûtes, tu ne feras pas la différence. Mais je fais pas, hein, je ferai toujours l'éloge du plein sol, hein, parce que voilà. c'est toujours le sol le meilleur. Hein. Mhm. Donc nous, on essaye de pallier au fait. Donc, c'est vraiment plus En fait, c'est une tous histoire ces d'espace. l'espace, les insecticides, tous les Mhm. produits chimiques qui sont apportés pour que le produit sur la table soit de qualité visuelle. Hein. Exactement. Voilà, hein. Alors qu'on a une solution, l'aquaponie. C'est une des solutions. Solutions, voilà. Hein. Je pense que c'est accessible à tout le monde. Ça demande un minimum d'entretien. Et avec la vie trépidante que nous avons aujourd'hui, hein, je pense que ce minimum d'entretien, on peut le faire. Ce minimum d'entretien, alors est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est quotidien? Voilà. Après, c'est selon on aime ou on n'aime pas. Hein. Voilà. On aime beaucoup, ben, on passera beaucoup de temps. On aime moins, mais voilà, pourvu que ça fonctionne, pourvu que je mange, et voilà, c'est parti. Hein. Voilà. Bon, voilà, hein. Bon, en général, c'est hebdomadaire ce qui est nécessaire à faire, hein, Mhm. mais ça prend 5 minutes. Hein. Oui, voilà. Ce qui Donc, prend du temps, c'est le nourrissage. Hein. mhm. C'est juste ça le temps. Le nourrissage, c'est même pas 5 minutes. Oui, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que quand. Ça, en fait, qui est marrant, c'est que quand tu as un système, dès que tu arrives à la maison, la première chose que tu vas faire, tu vas vite aller voir comment ils vont tes poissons, comment ils vont tes Ben plantes. oui, ben Est-ce oui. que la fleur d'hier, c'est devenu Voilà, une petite tout à tomate, tu fait, vois, tout et à tu fait. vas aller. Voilà. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte chez quelques personnes chez qui j'ai Mhm. installé, et ça met le sourire aux lèvres, hein, c'est que tu attrapes ce bug-là, ce virus, tu vois, où tu vas tout le temps voir. Et le plus de temps que tu passes, et ça c'est, on dit un mot-clé, peut-être un mot de fin, c'est que Mhm. il faut donner de l'amour. Hein. Voilà. Voilà, hein. C'est Voilà. que quand tu transpires l'amour et puis Mhm. tu as ça, ben, ça va se répercuter sur ton entourage et, Voilà, tout à fait. et ton entourage vivant, à savoir tes plantes, tes poissons Et ta famille, hein. et ta famille. Voilà. Voilà. Eh bien, Tanoanoa, j'étais bien content de t'avoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation donc aujourd'hui pour LVDL et pour ce sujet donc de l'aquaponie. Eh bien, chers amis, vous pouvez réécouter cette émission sur le Centre Média Adventiste. Allez sur Facebook et dans quelques temps, donc ça sera uploadé. Eh bien, vous pouvez réécouter et peut-être que vous allez attraper le virus. Alors, juste peut-être, on va pas faire trop de pub. Quel est le nom de ta société? On va juste se permettre de ça. Nous, c'est entreprise Rima Ninamu, Voilà. la main bleue. Voilà. Et notre page Facebook, Tahiti Aquaponics, NICS. Voilà. Donc, Haiti Aquaponics ou bien Rima Ninamu, donc le nom de la société. Comme ça, vous pouvez aussi aller voir sur Facebook ce qui se fait, hein, hein, ce que tu es en train de faire. Donc, bien, chers amis, il est temps pour nous de nous quitter. Nous vous disons au revoir et à très bientôt pour d'autres invités, avec d'autres invités et d'autres thèmes. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Voilà.